toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints nombreux pour cette nouvelle rencontre de l'Armitière, ce soir en compagnie de Tatiana Doronet, à l'occasion de la parution de son nouveau roman Célestine Dubac, que vous retrouvez aux éditions Robert Laffont, sur notre site internet et en librairie. Avant de donner la parole à Tatiana Doronet et à Hélène, merci à toutes celles et à ceux qui nous suivent depuis le début de ces rencontres, merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes les nouvelles têtes, j'allais dire, qui nous rejoignent ce soir. Quelques petites règles. Tout d'abord, la rencontre est enregistrée. Elle sera rediffusée à partir de mardi sur nos réseaux sociaux, donc la page Facebook et le compte YouTube. Si vous souhaitez intervenir à l'oral, merci de couper votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître publiquement. Vous pouvez poser également vos questions à l'écrit en indiquant dans la fenêtre de discussion votre nom, votre prénom. J'ai une question et on vous donnera la parole le moment venu à l'oral ou à l'écrit. Également, je suis disponible tout le long de la rencontre. Si vous avez un problème audio, un problème quelconque, vous pouvez m'écrire directement en cliquant sur mon prénom, Lara Armitière. Je répondrai volontiers pour vous accompagner au mieux. Je laisse la parole à Hélène et à Tatiana Doronet et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre. Merci à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être en notre compagnie pour cette nouvelle rencontre virtuelle organisée par l'Armitière. Dans Marthereau, la grande dame Nathalie Sarraute disait, je cite, « Je ne crois pas aux rencontres fortuites. Je ne parle évidemment que de celles qui comptent. Comme elles comptent pour nous, celles que nous vous proposons ce soir avec notre prestigieuse invitée. Franco-anglaise, elle est l'auteure de 13 romans traduits dans une quarantaine de pays. Plusieurs ont été adaptés au cinéma. Elle s'appelait Sarah, pour exemple. Nous devions la recevoir à la librairie il y a 1 an, à l'occasion de la parution de son précédent roman « Les fleurs de l'ombre ». Inutile de vous rappeler pourquoi cela n'a pas été possible. Cette fois, il nous était inconcevable de renoncer à l'échange et au partage avec elle, pugnace et déterminée que nous sommes. Bonsoir, très chère Tatiana Doronet, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous en sommes très heureux. Mais merci à vous, ça a été une telle épreuve l'année dernière. Rappelez-vous de devoir renoncer à toutes ces rencontres. Je peux vous dire en toute sincérité que je n'ai pas fait une dédicace et une rencontre depuis la sortie des Fleurs de l'Ombre en mars dernier. Et oui. Il y avait une trentaine de rencontres, elles ont toutes été annulées. Donc maintenant, nous avons pris l'habitude de ce genre de format qui est peut-être un peu moins chaleureux, mais qui me permet quand même d'avoir un contact avec mes lecteurs et mes lectrices. Donc bonjour à vous tous, je suis très, très heureuse de savoir que vous êtes là derrière vos écrans. Et merci à cette belle librairie d'avoir été opiniâtre dans l'organisation. Je suis là, virtuellement, mais je suis là. Alors, nous allons donc discuter autour de votre tout nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Je remercie au passage très chaleureusement Alix de Cazotte qui a rendu cet entretien possible par sa confiance. La merveilleuse Alix. Oui. Roman donc qui s'intitule Célestine Dubac, que vous pouvez retrouver, chères lectrices, chers lecteurs, sur nos tables à la librairie, bien sûr, mais également sur notre site www.armitière.com. Mon expérience de lecture de ce roman, je vous la confie telle quelle, c'est très simple. Vous commencez Célestine Dubac et vous partez pour quelques heures d'immersion, sans interruption, passionné, lié profondément au personnage, saisi par tant d'humanité et d'émotion. C'est une histoire bouleversante, marquante, que j'ai lue d'une traite, croyez-moi. Petit résumé. Nous sommes en présence de 2 personnages principaux. Un jeune garçon, 18 ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Une dame, sans âge, sans domicile,
abîmés par la vie et par l'alcool, et tout les sépare. Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. Contre toute attente, une extraordinaire amitié se noue, de celles qui changent une vie, de celles qui forgent à jamais une personnalité. Saisir sa chance, affronter le mystère familial qui le hante, c'est ce que Célestine va transmettre à Martin, et plus encore. Chère Tatiana de Ronay, avant que nous ne rentrions plus en détail dans le vif du sujet, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous racontiez non pas l'histoire, mais l'historique de cette nouvelle publication, afin que chacun puisse mesurer la chance de pouvoir le découvrir. Ce n'est pas anodin et courant, je pense. Merci. Oui, il y a un roman derrière ce roman, en fait. Je fais un petit retour en arrière. J'étais donc, voilà, il y a 2 ans, je venais d'emménager dans l'appartement que vous voyez derrière moi. Enfin, vous voyez juste ma bibliothèque, mais c'est un nouvel appartement. Et puis, je vais faire cette chose un peu désagréable que nous devons tous faire lors d'un déménagement ou d'un emménagement. Je vais dans ma cave, ma nouvelle cave, et je range les cartons qui se trouvent là. Et dans ma nouvelle cave, évidemment, se trouvent tous les cartons qui ont suivi la cave d'avant. Et donc, il fallait les classer. Et là, je tombe sur un carton que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et il y a écrit sur ce carton, et je vous promets que c'est vrai, « Ne pas publier si je meurs ». Pourquoi il y a écrit ça? Parce que dans ce carton, il y a mon journal intime, par exemple. Il y a tout ce que j'ai pu écrire entre l'âge de 10 et 30 ans. J'ai commencé à écrire très tôt. Et donc, il y avait toutes sortes de manuscrits, de la science-fiction, de la poésie, des textes un peu érotiques. Bon, je ne les écrivais pas à 10 ans, évidemment, un peu plus tard. Mais en fait, il y avait là-dedans des promesses de romans, des débuts de romans ou même des romans terminés. Et puis surtout, qu'est-ce que je vois dans ce carton? Quelque chose que j'avais complètement oublié. Une épaisse chemise cartonnée avec écrit dessus « Célestine du Bac ». Et je me suis souvenu que ce roman-là, je l'ai écrit entre 1990 et 1993. J'allais publier mon premier roman publié, L'appartement témoin, qui est sorti début 92. J'avais écrit Célestine du Bac juste après. Je pensais que mon éditeur de l'époque allait le publier. En fait, non. Mon éditeur de l'époque l'a refusé en m'expliquant que le texte était inclassable. C'est bien le mot qu'il a utilisé, inclassable. J'ai été, comment vous dire, assez bouleversée parce que bon, j'avais 30 ans de moins, hein, j'étais jeune et très sensible. Et au lieu de me battre pour ce texte, au lieu de me dire, ah bien, c'est pas grave, je vais aller chercher un autre éditeur, eh bien, je l'ai rangé dans ce fameux carton. Je me suis même pas dit, je vais aller frapper à une autre porte. Donc, Célestine du Bac a suivi tous mes déménagements, parce que j'ai calculé que j'ai dû déménager à peu près 4 ou 5 fois. Donc, elle est restée dans son carton. Elle a été bien confinée, hein, c'est le cas de le dire. Elle a fait cave, 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 jusqu'au jour, tout d'un coup, je me dis, bah, et d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer hein, ce manuscrit, puisqu'il est juste là, à côté de mon bureau, je peux vous le montrer. Il ressemblait à ça, dans ce joli carton qu'une amie avait fait pour moi, parce qu'il y a 30 ans, on n'avait pas d'imprimante fantastique chez nous, hein, on était beaucoup moins bien organisés. Je vais vous montrer le manuscrit, qui, comme vous pouvez voir, il a l'air tout frais, tout neuf, hein, alors qu'il a 30 ans, il sort à peine le moisi. Donc, je me dis, je vais lire ce texte que j'avais un petit peu oublié, mais je me suis souvenue quand même de personnages qui m'avaient plu à l'époque et d'un texte qui avait plu aussi à certaines de mes amies, qui sont citées d'ailleurs à la fin du livre. Donc, je m'installe sur mon canapé, je plonge dans ce livre et je le lis d'une traite et je me dis, mais
il y a vraiment quelque chose dans ce livre. Il y a vraiment une fraîcheur, quelque chose de très spontané, mais je n'arrive pas à juger moi-même, si vous voulez. Je n'étais pas assez... je n'arrivais pas à avoir la distance nécessaire pour juger moi-même de ce texte vieux d'il y a presque 30 ans. Donc, je le donne. Je me souviens, mon éditrice est venue le chercher parce qu'il n'y avait que cet exemplaire papier qui existait. Oui. Hein. À l'époque, souvenez-vous, pour les plus seniors d'entre nous, comme mon cas, il n'y avait pas de clé USB, on avait des disquettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des disquettes. Et on avait des ordinateurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, une espèce de petits ordinateurs carrés, trapus. Et puis surtout, Internet n'existait pas vraiment encore. En tout cas, on n'envoyait pas des manuscrits par Internet comme on le fait aujourd'hui si facilement. Donc, elle est venue chercher le manuscrit que vous avez vu. Elle l'a embarqué. Et je me souviens que le soir d'après, elle s'appelle Cécile Boyer-Ringe, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Écoute, Tatiana, je suis complètement amoureuse de ce texte. Il a une espèce de sincérité, ces personnages sont tellement attachants, je vais le faire lire à une autre personne chez Robert Laffont, mais je suis assez persuadée que ça va marcher. » Donc, elle le fait lire à un dénommé Glenn Tavanek, qui est l'éditeur de ce livre. Il est tombé complètement fou de ce texte. Et donc, on a fait 3 choses, juste pour que vous sachiez avant de parler plus du livre. On a fait 3 choses parce qu'on pourrait être tenté de tout réécrire, de mettre à la sauce d'aujourd'hui. Eh bien, on n'a pas fait ça. On a voulu le garder dans son jus des années 90. On a simplement mis le texte au présent au lieu de le garder dans le passé parce qu'il était à l'imparfait ou au passé simple. On l'a mis au présent, ça lui a donné, si vous voulez, un petit coup de peps. On a changé le nom du chien. Notre héros, Martin Dujeu, dont on va parler, il a un chien qu'il adore. Et on a changé le nom du chien, on lui a donné un nom plus zolien. On vous dira ce que c'est dans quelques instants. Et puis, il y a juste un passage qui est un passage de transmission entre ces 2 personnages. Dans le manuscrit original, ça faisait 1 ligne. Et là, Glenn Tavanek m'a dit non, là, Tatiana, 30 ans plus tard, reprends tes personnages, c'est une lettre très importante. Donc, reprends ce passage-là, fais-en une lettre plus longue. Donc, vous n'imaginez pas l'émotion que j'ai eue à écrire cette lettre 30 ans plus tard, à reprendre la voix de Célestine. Ça a été un moment assez bouleversant pour moi. Et donc, la dernière chose que je vous dirais avant de vous redonner la parole, c'est que je n'avais pas du tout anticipé il y a 2 ans, donc en 2019, on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus. On ne savait pas qu'on allait porter des masques, être séparés les uns des autres, vivre séparés des gens que nous aimons, de nos amis, de notre famille, de nos seniors. Eh bien, Célestine, qui sort toutes ces années plus tard, à la fin d'une pandémie, nous espérons, elle a un sens encore plus actuel aujourd'hui que si elle était sortie il y a 30 ans ou même il y a 2 ans. À la lumière de tout ce que nous avons vécu, ce livre met du baume au cœur et je vous assure, Oui. Il m'aide, moi, dans ce quotidien un peu compliqué que nous vivons. Célestine, elle me met du baume au cœur. Voilà. Je confirme, elle en met. Alors, je reviens au terme de rencontre. Je crois que ce sera la colonne vertébrale, le leitmotiv incontestable de cet échange. La première que l'on réalise dans le roman, c'est celle avec le jeune Martin Dujeu, un garçon très attachant, atypique. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous le présentiez plus en détail. Qui est Martin? Dans quel environnement évolue-t-il? Que nous parliez de sa famille, de son papa en particulier, et leurs liens, s'il vous plaît. Martin Dujeu est un jeune garçon de 18 ans qui vient d'une bonne famille, comme on dit, qui vit rue de Babylone à Paris, près de la rue du Bac, dans un quartier, on va dire, aisé de Paris. C'est un garçon qui est fragile, qui est solitaire,
qui est face à un deuil impossible. Il a perdu sa maman dans un accident d'avion, elle était suédoise. Il a hérité d'ailleurs de ses cheveux très blonds et de ses yeux très bleus. Elle est morte dans un accident d'avion, on n'a jamais retrouvé son corps. Donc il est face à ce deuil impossible. Il n'a jamais pu dire au revoir à sa maman qui n'a pas de tombe. C'est un garçon qui a grandi dans l'amour de la littérature. Il a une passion pour un certain Émile Zola. Et d'ailleurs, son chien s'appelle d'ailleurs Germinal. Et dans la version d'avant, il s'appelait Cadet Cassis, mais beaucoup de gens ne savent pas que Cadet Cassis est un surnom donné au mari de Gervaise dans L'Assommoir. Et là, on s'est dit, on va prendre un nom Germinal. Tout le monde sait qui c'est. Donc, Martin Dujeu vit seul avec son père qui est un avocat célèbre, pas très sympathique au début du livre, pas très proche de son fils, avec une nuée de fiancées, dont une en particulier, la vénéneuse Alexandra, qui d'ailleurs s'intéresse de très près à Martin, on n'en dira pas plus. Et Martin est dans sa solitude, il écrit un roman qui parle d'Émile Zola. Et au début du livre, donc, on le voit dans son monde à lui. Imaginez comme un grand oiseau, il fait 1,95 m, il a des lunettes à double foyer, personne ne voit qu'en fait il est beau. Il marche mal parce qu'il est dégingandé, il promène son chien dans la rue, il ne voit rien autour de lui, il est dans son monde. Personne ne connaît vraiment Martin Dujeu. Et je ne vous cache pas qu'en relisant ce livre, j'avais oublié à quel point Martin Dujeu est attachant. On s'attache tout de suite à lui, mais on se rend compte que derrière ce garçon perdu, paumé au début du livre, il y a quelqu'un avec une très grande force qui va se révéler à lui-même. Mais j'en dis pas plus, je vous laisse reprendre vos questions. Alors Martin donc n'a pas beaucoup d'attaches, vous l'avez dit, il est assez solitaire. Il a un ami qui s'appelle Oscar. Oui, justement, j'y viens. Voilà. Il se déplace toujours avec son fidèle compagnon Germinal et il garde toujours des liens très forts et soudés avec son ami d'enfance, Oscar Duval. J'aimerais aussi que vous nous parliez de lui, s'il vous plaît. Ne peut-on dire qu'il est en quelque sorte le double inversé de Martin? Exactement. Imaginez le grand blond myope, tout maigre, et vous avez le petit brun rondouillard qui, en plus, est comme une espèce de pile électrique, qui parle tout le temps, qui est fasciné par les femmes, qui se comporte en grand dragueur, fait toujours des remarques, ah, t'as vu celle-là, t'as vu elle, bon. Une espèce de beau parleur, assez insupportable, mais rigolo. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. J'avais oublié que je savais faire rire. D'ailleurs, ça me donne une petite leçon. Hein, c'est comme si la Tatiana d'il y a 30 ans, elle disait à la Tatiana de bientôt 60, parce que c'est l'âge que je vais avoir cette année, « Tatiana, n'oublie pas que tu es assez drôle dans la vie et que tu es capable de l'être dans tes livres. » Et donc, les conversations entre Oscar Duval et Martin Dujeu sont vraiment assez drôles. Et j'avais oublié cet échange entre eux, d'ailleurs, souvent autour des femmes. Et donc, Martin va entraîner Oscar dans une aventure absolument incroyable. On ne va pas vous dire lié à qui, lié à quoi, mais ils vont quand même aller dans un autre pays très lointain. Et je terminerai en disant que je pense qu'Oscar a un amour profond pour Martin et que quelque part, il a toujours su que Martin arriverait à écrire son livre et avancer dans la vie, même si, voilà, parfois, Martin peut être très agaçant dans son côté, eh bien, un peu dans sa bulle. Voilà, Martin est vraiment dans sa bulle, il va en sortir. Ils ont un rapport assez fraternel, en fait. Hein. Oui, ils sont comme deux frères qui ne se ressemblent pas, qui s'engueulent d'ailleurs parfois beaucoup. Mais il y a un moment où il va y avoir une jeune femme qui va rentrer en scène, et là, ça va être une rivalité. Ça va être assez intéressant. Oui. Alors, Germinal est l'une, pardon, je vais y arriver, des représentations, incarnations très présentes d'Émile Zola dans le roman. Un auteur, on l'a dit, qui passionne Martin depuis toujours, comme une figure tutélaire, un guide aussi pour lui,
Il me semble que c'est également une passion qui vous anime, Tatiana de René. Et oui, mes lecteurs qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Je suis tombée amoureuse d'Émile Zola à l'âge de 15 ans en découvrant l'Assommoir en classe. J'ai eu un vrai choc littéraire. J'ai lu tous les Rougon-Macquart. Et là, en fait, depuis que j'ai relu Célestine Dubac il y a 2 ans, je me suis rendu compte que Zola était déjà dans ma vie, puisqu'il est le fantôme qui habite ce texte-là, puisqu'il est dans le livre de Martin. Martin en parle souvent. Et donc, je me suis mise, moi aussi, à relire tous les Rougon-Macquart depuis l'été dernier. J'ai une petite révélation à vous faire, d'ailleurs, puisque nous sommes entre nous. Le livre que je suis en train d'écrire, il va être question aussi d'Émile Zola, mais d'une façon très différente. Ce ne sera pas une biographie comme celle que j'ai pu faire pour Daphné du Maurier, Manderley Forever, mais je peux déjà vous dire qu'Émile Zola est à nouveau très présent dans le roman que je suis en train d'écrire à ce même bureau d'où je vous parle aujourd'hui. Bien. L'Assommoir est aussi son roman préféré, oui. Martin. Hein, absolument. Tout comme absolument. Tout comme moi. Martin s'est pris de passion pour l'œuvre d'Émile Zola à 15 ans, en lisant Nana pour la première fois. Il dévora d'une traite les 20 romans de l'histoire des Rougon-Macquart, mais l'Assommoir, au ton argotique, devint son livre de chevet. Cette tranche de vie racontant la dégénérescence d'une classe sociale écrasée par le travail, ses descriptions de promiscuité, d'alcoolisme et de misère, de logements au relent nauséabond, ces grouillements d'une populace vicieuse fascinaient le jeune homme bourgeois des beaux quartiers qui n'avait jamais connu d'autre Paris que celui du faubourg Saint-Germain avec ses hôtels particuliers et ses rues opulentes. Alors, Baptiste Beaulieu, que vous connaissez probablement, oui, dans son nouveau roman « Celle qu'il attendait », dit ceci, je cite, « Chaque rencontre que nous faisons, bonne ou mauvaise, laisse des traces en l'autre. Il est une rencontre fondamentale, fin de citation, il est une rencontre fondamentale, marquante que Martin va faire, et certainement profondément pas fortuite, je pense même, si a priori improbable, c'est celle qu'il réalise avec Célestine Dubac. J'aimerais que vous nous racontiez cette rencontre, s'il vous plaît, comment elle se crée et qui donc est Célestine? Cette rencontre a lieu un jour de pluie. Martin Dujeu est rue du Bac avec son chien Germinal, comme d'habitude dans sa bulle. Il pleut, donc il va prendre abri sous une porte cochère. Et là, il y a une odeur un petit peu nauséabonde qui vient lui chatouiller les narines, qui intéresse beaucoup son chien. Et il y a une voix éraillée qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là manche à balai, tire-toi, t'es chez moi. » Alors il se retourne, très étonné, et il voit dans un coin de cette porte cochère une femme sans domicile fixe. Impossible de lui donner un âge, mais elle paraît assez vieille, abîmée, alcoolisée certainement, sur un carton, en train d'écrire dans un cahier. Il s'excuse parce qu'il est en effet un jeune homme de bonne famille. Elle l'envoie paître, pour ne pas utiliser un autre mot. Et là, il n'a cesse d'être fasciné par cette femme. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle a abouti là? Qu'est-ce qu'elle écrit dans son carnet? Qui est cette femme que personne n'a vue? Il interroge le marchand de légumes qui lui dit « Mais vous n'avez jamais vu cette dame? Elle est là depuis des années. Elle s'appelle Titine. » Martin est très étonné, il ne l'a jamais remarqué. Titine? Pourquoi? C'est quoi Titine? Donc chaque jour, en passant devant cette porte cochère, il va lui dire « Bonjour madame ». Elle ne va pas du tout lui répondre, ou alors elle va lui envoyer une insulte, parce qu'elle n'est pas très commode au début, hein, Célestine. Hein, elle ne se laisse pas apprivoiser comme ça du tout. Hein. Et puis un jour, cette conversation arrive à enfin démarrer. Et ces deux solitudes vont apprendre à se connaître petit à petit, au début par le biais de l'écriture. Qu'est-ce qu'elle écrit dans son carnet?
Martin veut le savoir, son journal intime, et elle lui donnera seulement si lui, en retour, il lui donne son roman. Évidemment, personne ne veut le faire au départ. Mais à force d'apprendre à se connaître, de comprendre qu'ils n'aiment pas ni l'un ni l'autre répondre à des questions, qu'ils sont aussi pudiques l'un que l'autre, qu'elle a ses blessures, qu'il a les siennes, eh bien, cette amitié assez exceptionnelle va naître. Pourquoi s'appelle-t-elle Dubac, se demande-t-il. Elle lui répond, parce que j'habite rue du Bac. Et mon copain qui squatte rue de Verneuil, on l'appelle Gaspard de Verneuil, etc., etc. Donc Martin va s'intéresser tout d'un coup à ces personnes sans domicile fixe, que personne ne veut voir, qui sont sur les trottoirs, qui sont très nombreux. Il va se rendre compte de ce qu'ils vivent, de comment ils vivent. Et surtout, il va vouloir aider Célestine. C'est peut-être la première fois depuis de longues années que quelqu'un pose un regard bienveillant, amical, tout simple, sans rien de plus, sur quelqu'un qui ne fait plus partie de la société et que personne ne veut voir. Et donc, cette amitié naît comme ça. Mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Alors qu'il traverse, une voix familière le fait sursauter. « Tiens, tiens, Martin du jeu, on se promène sans son toutou ?» C'est elle. Assise sous l'arbre, sur un banc, une bouteille de cidre à la main, elle sourit de ses dents gâtées. Jamais elle ne lui a souri ainsi, à croire qu'elle veut se racheter d'avoir été méchante lors de leur dernière conversation. Il s'approche, souriant à son tour. Les graffitis de Gainsbourg oubliés. « Je vous cherchais, lui dit-il. » Elle hausse les épaules, boit une gorgée et lui lance un regard malicieux. « Qu'est-ce que tu veux ? J'ai pris mes quartiers d'été, moi aussi. » Vers le 15 août, Gaspard me prête son banc et son arbre. « Gaspard ? Gaspard de Verneuil. Tu le connais pas ? Tu l'as jamais vu ? » ?»« Non, dit Martin, qui a la vision d'un richissime aristocrate au cœur d'or, propriétaire de la rue. « Ah, c'est vrai. Toi, tu vois rien. T'es dans la lune. Rue du Bac, l'été, c'est la fournaise. Avec Gaspard, on s'est arrangé. Il fait frais sous son arbre. Alors il me le file de temps en temps, pendant qu'il fait ses courses. Il habite un appartement dans cette rue. » Elle éclate de rire. « Mais non, mon coco, c'est une cloche comme moi. Il squatte dans cette rue et c'est pour ça qu'on l'appelle de Verneuil. » Le clodo qui fait la manche rue Bonaparte s'appelle Jeannot de Bonaparte. Le grand noir qui se saoule la gueule devant l'église, c'est Moïse d'Aquin. Tu me suis ? Oui, fait Martin. Et vous ? C'est Dubac. T'as tout compris. Mon blaze, c'est Titine Dubac. Titine. Célestine. Mais plus personne m'appelle comme ça. Célestine Dubac, murmure Martin. Cela vous va bien. Elle ne l'écoute pas, occupée à chercher une cigarette dans son panier. Martin la regarde, ému par l'échine maigre, les coudes pointus, la chevelure abîmée retenue par un ruban de velours noir effiloché. D'une approche au départ, placée sous le sceau de la méfiance, de la réserve, va donc petit à petit naître une amitié prégnante et indéfectible. C'est très fort, ce thème de l'amitié, de ce lien puissant. C'était pour vous un moteur dans la création ? Je me rends compte que quand j'ai écrit ce livre, j'avais envie effectivement de mettre en scène cette amitié, une amitié profonde de deux personnes qui n'ont absolument rien en commun, ni par leur milieu, ni par leur âge, puisqu'on pense que Célestine a dans les 70 ans et Martin, on le sait, en a 18. Et je n'avais pas compris encore, puisque j'étais jeune, à quel point l'amitié allait être précieuse pour nous, à quel point elle est précieuse. Aujourd'hui, nos amis nous ont tellement aidés, nous les avons soutenus pendant cette
cette pandémie qui est encore là, hein. Je pense que vous savez tous très bien de quoi je parle. Ces amitiés qui nous permettent de nous sentir moins seuls, même si on n'arrive pas à se voir en vrai. Le pouvoir et la puissance de l'amitié, c'est aussi puissant, aussi important que l'amour, au fond. Une déception amicale peut être aussi blessante, aussi cuisante, aussi poignante qu'une déception amoureuse. Oui. Donc cette amitié entre Martin et Célestine, elle met un peu de baume au cœur aujourd'hui. Et c'est comme si j'avais retrouvé une lampe. Vous vous rappelez la lampe on frotte la lampe et il y a ces deux petits génies qui sortent, Martin et Célestine. Ben, cette amitié, je vous assure, même si je sais que ce sont des personnages que j'ai inventés, moi j'aimerais bien les voir à l'écran, par exemple. Plusieurs de mes livres ont été portés à l'écran. J'aimerais beaucoup voir cette amitié à l'écran, vraiment. Alors, cette amitié n'est-elle pas également pour vous, et vous l'avez dit un petit peu avant, comme une invitation pour chacun de nous, hein, à modifier son regard sur l'autre, à faire preuve de plus d'empathie, d'humanité, sans que vous n'usiez de dogmatisme, mais avec une infinie douceur dans cette veine romanesque? C'est vrai qu'il y a aussi une histoire de tolérance. Il y a cette scène, hein, on peut en parler sans trop dévoiler le livre, où Martin décide d'inviter Célestine chez lui un soir, alors que son père est parti en week-end avec sa fiancée. Il lui dit « Ne vous inquiétez pas, nous serons seuls, vous allez pouvoir prendre un bon bain et je vais vous faire un bon dîner. » Donc, il passe un moment merveilleux. Il essaye de lui tirer les vers du nez sur son passé, elle n'aime pas en parler, elle va lui donner son journal plus tard, on en saura plus. Et puis, il y a ce moment terrible où on entend le bruit de la clé dans la porte et malheureusement, le père et sa fiancée rentrent plus tôt que prévu. Et là, il se passe une scène épouvantable. Le père de Martin va mettre Célestine dehors. Il fait 2 degrés dehors. Et Martin dit à son père, est-ce que tu ne peux pas, pour une fois dans ta vie, juste faire quelque chose de bien, accueillir cette femme cette nuit, alors qu'il neige dehors? Le père répond, il fait un froid de gueux. Martin dit, oui père, un froid de gueux, et bien puisque c'est comme ça, je vais aller dormir dehors avec Célestine. Et donc, il va le faire. Le père va se sentir très coupable, évidemment, mais voilà, cette tolérance, cette bienveillance, cette délicatesse dont vous parlez tout à l'heure, c'est tellement précieux aujourd'hui, surtout vis-à-vis de toutes ces personnes que nous ne voyons pas, que nous ne voulons pas voir, que nous ne pouvons pas voir. La pandémie a beaucoup creusé, comme vous le savez, nos inégalités, nos difficultés. Qu'est-ce que ça coûte un sourire? Même derrière le masque, avec les yeux, ça se voit. Voilà. Vous qui passez devant moi, je sais très bien que du coin de vos yeux, vous m'avez aperçu. Vous faites tout pour pas me voir. Pourquoi? Parce que je pue? Parce que je suis moche? Parce que mes pieds sont nus, bouffés par le gel, noirs de crasse? Parce que mes tifs sont luisants à force d'être dégueux et mon regard qui mendie, qui supplie vous gêne? Alors vous détournez vos gueules et vous passez votre chemin, planqués dans vos fourrures. Oui, je pue. C'est la puanteur de ceux qui vivent dans la rue, de ceux qui n'ont pas touché un savon depuis des années, qui savent plus ce que c'est qu'une salle de bain. Allez donc renifler les autres clodos, vous verrez, on sent tous pareil. C'est l'odeur des pauvres des rues de Paris qui vous fouette la tronche, vous qui savez pas ce que c'est de ne pas être propre. Encore un trou du cul qui passe, le pif en l'air, les bras chargés de cadeaux, un manteau bien chaud sur son dos de bourgeois. Je lui demande une petite pièce et il s'écarte de moi comme si j'avais la peste. Merde, je lui crache merde. C'est bientôt Noël. Qu'est-ce que ça peut vous foutre de me filer une pièce? Célestine, oui, Célestine s'exprime, enfin ça c'est son journal, donc Célestine ne prend pas de gants. Non.
elle ne prend pas de gants, elle dit les choses. Elle est fâchée, en colère. On apprend aussi son parcours dans ce livre. Je ne vais pas dire pourquoi ni comment elle finit dans la rue, mais on l'apprend, cette dégringolade, comment elle est en arrivée là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Zola, puisque, rappelez-vous, la dégringolade de Gervaise, qui était liée à l'alcool, bien sûr, au mauvais choix amoureux. C'est souvent comme ça que le drame arrive dans la vie. Et encore une fois, Martin est la première personne qui la regarde, pas comme une SDF, mais tout simplement comme un être humain, comme une femme, comme une personne qui a vécu quelque chose de très difficile, qui a eu une famille, qui a eu des drames dans sa vie. Et c'est cette amitié-là qui est rendue possible aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, par l'échange des manuscrits, l'importance de l'écriture en fait aussi, comment la confiance mutuelle qui se font, ça se passe par l'écrit, parce qu'ils ont du mal à se parler, ces deux-là au début, et ils sont aussi timides et pudiques l'un que l'autre. Eh bien, en se lisant, ils vont s'apprivoiser, et c'est la puissance et le pouvoir de l'écriture qui va aussi déteindre sur le reste du livre. Oui, c'est ce que j'allais vous dire justement. C'est un autre point de jonction et de fusion. C'est l'amour des mots et de l'écriture, et cela constitue aussi une mise en abîme du rôle de l'écriture. Car ne peut-on, Tatiana de Roné, dire qu'elle est aussi ce qui leur permet de se connaître, de se reconnaître, de s'identifier. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que même si le journal de Célestine n'est pas du tout publiable, il raconte quand même une certaine vérité. Il raconte la vérité de cette femme et comment sa vie a été bouleversée par des événements difficiles. Et puis surtout, Martin écrit son livre tout seul, en fait. Il n'a pas du tout pensé à se faire publier, même s'il en rêve. Il est timide. Il ne sait même pas par où commencer pour faire publier son bouquin. Il ne sait pas à quelle porte frapper. Et donc, Célestine Dubac, parce qu'elle a des connexions, sur ce fameux trottoir, elle voit passer pas mal de monde. Il y a quand même des gens qui lui donnent des pièces. Dieu merci. Et il y a un éditeur qu'elle connaît. Donc, on n'en dit pas plus. Mais voilà, la magie de Célestine va agir dans aux plusieurs niveaux de la vie de Martin. Et c'était intéressant pour moi d'avoir ce livre dans le livre, en fait. Le livre s'appelle Gorgonzola. C'était le surnom qu'on donnait à Émile Zola quand il était à l'école, quand il était collégien, comme son père était d'origine italienne et qu'on s'est beaucoup moqué du fait que voilà, il avait un père italien. Et ben on l'appelait Gorgonzola. Voilà, et c'est le titre du livre de Martin. Et c'est vrai que, bon, on ne va pas en dire plus sur qu'est-ce qui se passe avec le livre de Martin, mais ça se passe plutôt bien. Alors Célestine, qui aime Martin comme si elle l'avait tricoté, j'adore cette formule, oui. Lui écrit « Prends ton envol, cette vie qui t'appartient, prends-la à bras le corps, déploie tes ailes, n'aie pas peur, avance, va chercher les réponses. » Alors s'approprier sa vie ou se la réapproprier, n'est-ce pas là aussi ce qui se joue pour nos deux personnages, embarqués comme le lecteur dans un voyage initiatique? Absolument. Il y a des réponses aussi. Quand Célestine lui dit « Va chercher les réponses, cette vie qui t'appartient, saisis-la à bras-le-corps », ça c'est un message par exemple que son propre père n'a pas pu lui transmettre. Et Célestine là occupe une figure presque maternelle. Il faut que Martin sorte de sa réserve pour avancer. Il doit comprendre et accepter ce qui est arrivé à sa mère. Comment va-t-il faire? Elle va l'aider. Mais il y a aussi le fait que ce regard de tendresse, ce regard de quelqu'un qui se préoccupe d'elle, parce que Célestine, il va lui arriver quelque chose de douloureux, de difficile. Il y a des moments difficiles qui l'attendent. Et tout d'un coup, elle a à côté d'elle ce jeune homme qui pourrait être son petit-fils. Et elle lui dit dans cette fameuse lettre que vous avez lue,
tu es le petit magicien qui a redonné des couleurs à ma vie merdique. » Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que cette rencontre déteint sur leur vie, à chacun, de façon assez spectaculaire pour Martin, puisqu'il va y avoir une espèce d'effet domino. Ça va commencer par une découverte, puis une autre. Et puis Martin va prendre son envol, ses longs bras immenses. Voilà, il va les déployer. Et c'est ce message-là que j'ai voulu faire passer. Mais je n'avais pas compris quand j'ai écrit ce livre à 30 ans. Je n'avais pas encore compris, mesuré l'importance de la transmission dans la vie, de ce que nous donnons à ceux que nous aimons. J'étais toute jeune maman à l'époque. Mes enfants avaient... ils sont nés, mon fils avait peut-être 1 an quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et ma fille venait de naître. Ils ont 29 et 31 ans aujourd'hui, exactement l'âge que j'avais quand j'ai écrit ce livre. Je n'avais pas encore mesuré. On ne sait pas tout ça quand on commence à écrire. Il y a plein de choses qu'on apprend. Je n'avais pas mesuré l'importance de cette transmission, de cette bienveillance, de cette tolérance. Et encore plus aujourd'hui, alors que le Covid vient mettre tout ça sous cloche. Alors, par là même, cette rencontre forcément impactante qui modifie, révèle en même temps. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est une rencontre qui change la vie. Ne porte-t-elle pas aussi l'idée force de la liberté, de l'accès à la liberté, celle d'être soi, mais aussi de l'autre, sans jamais renoncer en brisant les carcans et les idées reçues. Vraiment cette idée force de liberté d'être soi. Je crois que c'est aussi la liberté d'avoir le droit d'aimer qui on veut. À un moment, quand Victor Dujeu dit à son fils « Mais pourquoi est-ce que tu es ami avec cette vieille SDF ?» Comme si c'était impossible qu'un jeune homme de bonne famille ait une amie qui soit une dame dans la rue. Voilà. Et Martin, en fait, c'est là où on voit toute la pureté, toute la beauté de son âme. Et d'ailleurs, Célestine va lui dire « Ton père est un sale con, mais toi, tu descends du ciel, c'est les anges qui t'ont fabriqué. » Et quelque part, Martin, voilà, ce grand bonhomme que personne voyait, qui n'intéressait personne, en fait, qui était dans son coin, il se révèle être un personnage assez unique et assez merveilleux. Je crois qu'on aimerait tous connaître un Martin Dujeu. Une Célestine aussi. Oui, alors ça, Célestine, c'est un ange gardien. Voilà. Je crois qu'elle est là pour moi en ce moment, vraiment. Depuis que ce livre est sorti, ça fait qu'une seule semaine que ce livre est sorti, je reçois j'ai des retours tellement bouleversants, des mails que je commence à recevoir. Alors, je ne peux plus voir mes lecteurs en librairie, malheureusement. Ça va reprendre, et vous me manquez tous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Mais je commence à recevoir des petits retours par mail, par lettre, sur les réseaux sociaux. Et les gens sont très touchés par cette histoire, sont émus par cette histoire. Et moi, ça m'émue encore plus. Moi qui ai souvent écrit des livres un peu noirs, on va dire, sombres, qui explorent les difficultés de la vie, nos cicatrices, nos secrets. Et là, tout d'un coup, ce livre, il m'apporte quelque chose de très, très, très différent. Et j'ai l'impression que mes lecteurs sont touchés par cette histoire. Ça m'aide. J'ai envie de relire un petit bout de Célestine par rapport à l'idée de la liberté. Moi, je me suis enfin trouvée à 40 ans. Après 20 ans de galère, de déboire, je suis devenue Titine du bac. Libre, libre comme le vent. Et écoutez, vous qui passez là avec vos sacs remplis de bouffe, avec vos bagues aux doigts et vos perles au cou, vous qui bouffez à votre faim et dormez dans un lit tous les soirs, vous qui avez une petite vie bien proprette, vous qui pétez de trouille devant vos patrons, moi, j'ai pas d'impôt à payer, je vote pas, je cotise pas, je suis même pas chômeuse, j'emmerde personne, j'ai plus de numéro de sécu, je dois rien à personne. Le pays avance sans moi. Je suis à part. Je suis d'une autre espèce, d'une espèce libre qui se fout des contraintes. Mais cette liberté-là, elle se paie. Et ça, je l'apprends tous les jours. C'est un discours qui ne change pas aujourd'hui.
très actuel. J'avais oublié ça. Hein. Quand j'ai relu ça, je me suis dit, ce livre j'aurais pu l'écrire là. Il est encore actuel. Alors, n'est-ce pas aussi un roman également qui épouse la forme du conte, là aussi sans tout dévoiler, par un tissu plus féerique, magique, comme un rêve éveillé parfois, Tatiana de René? Oui. Peut-être un autre chemin que vous auriez envie Oui. d'investir aussi? C'est vrai que quelqu'un m'a dit l'autre jour, il y a un aspect surnaturel dans votre livre. Alors, je l'ai un peu corrigé. J'ai dit non, je pense que c'est plutôt de l'ordre d'une espèce de magie, Voilà, c'est ça. de concomitance, puisqu'on ne sait jamais, au fond, ce qui va arriver à Martin grâce à Célestine. On va pas dire quoi exactement, mais mon lecteur, ma lectrice ne saura jamais si c'est le hasard, le destin, si c'est quelque chose que Martin n'avait pas remarqué. Tout ce qu'on sait, c'est que Martin va ouvrir les yeux sur lui-même, sur la vie, sur ce qui lui est arrivé, sur ce qui l'attend. Il y a une forme de magie, mais je pense que si j'en parle trop, ça va dévoiler des choses et j'ai envie que mes lecteurs se laissent porter par cette sorte de magie. Alors, est-ce que je vais continuer plus tard? J'en sais rien. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très sincère. La magie de Célestine, sa lumière, son émotion, déteint sur le livre que j'écris maintenant, qui était parti pour être quelque chose de très noir, comme d'habitude, vous allez me dire. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très noir dans la vie, je suis même quelqu'un de plutôt assez rigolo, même si mes livres ne le sont pas. Eh bien, voilà, la magie de Célestine, elle s'infiltre dans ce que j'écris maintenant. Et c'est une expérience tout à fait extraordinaire pour un écrivain de se retrouver face à l'écrivaine qu'elle était il y a 30 ans, puisque voilà, c'est exactement le milieu de ma vie. J'ai 60 ans, je vous l'ai dit, je l'ai écrit à 30 ans. C'est comme s'il y avait un miroir. Voilà, cette jeune Tatiana, elle est... Alors, je vais vous faire sourire, je suis à l'âge où beaucoup de femmes peut-être songent à la chirurgie esthétique. Et bien moi, qu'est-ce que je fais? Je publie un livre que j'ai écrit il y a 30 ans et ça me donne un coup de jeune fabuleux. Voilà mon secret. Alors, à tous les lecteurs, je vous invite à préparer vos questions pour J'en vois notre déjà auteur. là, ici. Voilà. Vous indiquez bien vos noms, prénoms et j'ai une question. On me parle déjà des acteurs qui pourraient... Voilà. Alors, c'est assez intéressant. Alors, moi, vous savez, j'ai du mal à voir les acteurs. Les 4 romans qui ont été adaptés de mes livres, donc il y a Mocha, Boomerang, Sarah et Spirale. C'est toujours un choc quand je vois l'acteur qui a été choisi parce que c'est pas comme ça que je l'imagine dans ma tête. Mais je suis un auteur facile, hein, donc je suis pas difficile. Et puis, les acteurs sont souvent tellement époustouflants dans les rôles que voilà, ils s'approprient votre personnage. Donc là, je vois Josiane Balasco, pourquoi pas, Victor Belmondo, ah, ce serait joli, hein. Muriel Robin et Thomas Solvires, je ne vois pas qui c'est. Voilà. On ne vous demande pas votre avis pour le choix des acteurs. Non, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les auteurs, dès qu'on a cédé les droits de notre livre, eh ben, on n'a plus grand-chose à dire. Heureusement, dans mon cas, les livres qui ont été publiés et qui sont passés à l'écran sont... Enfin, je ne sais pas si vous avez eu Boomerang, mais quelle merveille avec Mélanie Laurent et Laurent Lafitte, Mocha avec Emmanuel DeVos et Nathalie Baye, Elsa Pessara, Christine Scott Thomas. Donc, j'ai de la chance jusqu'ici. Voilà, j'ai quand même eu des acteurs magnifiques. Et puis, j'ai oublié de vous le dire, Les Fleurs de l'ombre, mon petit dernier, ça y est, il devient un film. Et ça, c'est très excitant parce que le personnage principal, qui est donc Clarissa, cette femme, elle aussi senior, va être jouée par enfin on l'espère, une grande actrice. Voilà, bon, moi je rêve de Meryl Streep, Helen Mirren, voilà, une grande actrice
C'est mon rêve. Donc, Avec toujours je suis peut-être, très contente de savoir que ça va être porté à l'écran. est-ce que vous n'avez jamais peur est-ce qu'il y a un droit de regard sur l'adaptation? Là, je vois Marie Zanetti qui dit il faut toujours transposer le livre en dialogue film. J'espère qu'on y Vous retrouve. savez, j'ai appris à lâcher prise. Il n'y a rien de pire pour un réalisateur qu'un auteur agrippé à son livre. Oh non, vous avez changé ci, vous avez changé ça. Je pense qu'il faut vraiment accepter que notre livre, c'est comme un espèce d'ADN et on le donne à quelqu'un d'autre qui va le mettre dans un terreau et en faire autre chose. Donc, les copier-coller des livres, moi, ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc, moi, j'ai appris à lâcher prise. La seule chose que je demande, c'est d'avoir un petit rôle, ce qui m'arrive. Je fais toujours une apparition dans tous les films. On me voit derrière comme Hitchcock. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour le moment. Mais c'est pas grave parce que moi, j'en ai une autre. Allez-y. Alors, donc sans tout dévoiler, toujours, hein, Tatiana de René, vous nous invitez à nous promener avec Martin dans les rues de Paris, mais bien au-delà, puisque l'on part aussi pour notre plus grand bonheur, parce qu'on voyage aussi, hein, au sud du Maroc, à Ouarzazate, où le mot « rencontre » aura encore un rôle majeur. Oui. N'est-ce pas là aussi, ici ou ailleurs, par un esprit d'ouverture, de tolérance que passe l'apprentissage, la quête de soi, l'accession au vrai et par là même une forme d'universalité des chemins de l'existence? Oui, mais alors ça, c'est une très longue question. Il faut faire plus court, là. Mais c'est très beau ce que vous avez dit. Bravo. Eh bien, en fait, c'est transposable. Ce qui se passe à Paris, c'est aussi transposable ailleurs. Et quand, bien sûr. Sans dévoiler, quand bien Martin sûr, part là-bas, voilà, il mais c'est vrai que j'avais envie de changer de décor, puisque je me suis souvenue, en relisant ce livre, qu'en 1992, j'étais partie au Maroc, à Ouarzazate, un des premiers voyages que j'ai fait avec mon mari. Et j'avais été éblouie par ce pays, par ce que j'ai découvert. Et donc, tout naturellement, ces fabuleux décors, où il va se passer beaucoup de choses pour Martin et Oscar, se sont invités dans Célestine du Bac. Et j'avais oublié toute cette épopée marocaine, très imagée, très parfumée. Donc, on n'est pas uniquement, vous avez raison, on n'est pas uniquement rue du Bac, on part dans d'autres pays. Alors, j'ai une question. Tatiana, vous avez dit que Célestine et Martin étaient des personnages inventés. Comment vous est venue l'idée du livre, de ces personnages? Y a-t-il un élément déclencheur, un moment particulier qui vous a inspiré ce roman? Je me suis souvenu que rue du Bac, il y a 30 ans, il y avait une sans domicile fixe qui écrivait dans un carnet. D'ailleurs, quelqu'un en a parlé sur Facebook il n'y a pas très longtemps et des gens se souviennent de cette femme qui écrivait ou qui dessinait dans un carnet. Et moi, je me souviens que j'avais été frappée par cette femme qui écrivait. J'avais essayé de lui parler, elle n'avait pas été très facile d'approche. Et un jour, elle n'était plus là. Et donc, elle a fini dans mon livre. L'élément déclencheur, je vous avoue que je ne m'en souviens plus pour celui-là. Mais l'élément déclencheur en général pour mes livres, c'est toujours une émotion que je ressens. C'est toujours quelque chose qui me frappe profondément. Je vous donne un exemple. Pour Elle s'appelait Sarah. C'était le sort des enfants du Veldiv que j'ai appris tardivement en tant que franco-britannique. Je n'ai pas appris à l'école la terrible histoire de la rafle du Veldiv. Pour Moka, par exemple, c'est né après le fait que mon fils ait été renversé par un chauffard qui a pris la fuite. Heureusement, mon fils n'a rien eu de grave. Mais il y a cette personne qui a pris la fuite en laissant un gamin ensanglanté dans la rue. Et ça m'a tellement bouleversée. Je peux vous parler aussi de choses plus prosaïques. Un voisin infernal, voilà, un type qui fait du bruit, c'est devenu le voisin. Les fleurs de l'ombre, c'est notre peur du futur. Donc, Rose,
C'est comment vous perdez votre maison adorée, puisque un jour, vous recevez une lettre qui dit « Le baron Haussmann va raser votre maison pour construire le futur boulevard Saint-Germain ». Donc voilà, tous mes livres partent d'une émotion que moi je ressens, même si ce n'est pas toujours mon histoire. C'est pour ça que beaucoup de mes lecteurs souvent pensent que je suis dans mes livres, que je me mets dans mes livres. Ce n'est pas toujours moi, mais les émotions, c'est vrai, sont les miennes. Et c'est ça que j'essaye de partager avec vous. Donc là, j'espère que vous serez sensibles à l'émotion de Célestine et Martin. Voilà. J'ai envie de dire comment ne pas l'être. Merci en tout cas infiniment pour cet échange qui me fait du bien. Dans un moment où on est un peu isolé de ses lecteurs. Il n'y a pas d'autres questions. Donc je pense qu'on arrive à 1 heure, ce qui est un bon timing. Sinon, après, les gens, ils ont les repas à préparer, les choses à faire. C'est ça. Mais alors, nous parvenons donc. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous et je suis très contente, très touchée par toutes vos questions. Vraiment. Merci. Petite conclusion. Hélène. Oui. Merci à vous. Nous parvenons donc au terme de cette rencontre qui, je l'espère, vous a tous encouragés vivement à lire, que dis-je, à dévorer Célestine Dubac comme je l'ai fait. Le livre vous attend à la librairie, sur notre site, et si vous avez envie de revoir ou de partager cet entretien, il sera en ligne sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube dès mardi prochain. Formidable. Me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence et tout particulièrement vous, Tatiana. Je vous en prie, c'est très agréable de passer ces moments. Votre disponibilité, vos mots, cette histoire si belle et attachante. Zola, que vous citez. Oui, lisez Zola aussi. Voilà. Relisez Zola. Que vous citez en exergue du roman, dit dans Mes haines, je cite « Si vous me demandez ce que je viens faire en ce monde, moi, artiste, je vous répondrai, je viens vivre tout haut. Je pense très sincèrement que c'est ce que vous faites, Madame l'artiste, et comme c'est plaisant de vous entendre vivre. Merci infiniment, du fond du cœur. Merci beaucoup. C'est très touchant. Merci à vous tous. C'est ce que je vois et ce que je ne vois pas. Merci, voilà, vraiment. Passez une très belle soirée. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Pour de vrai. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.